Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de parler de Camille Claudel. Vous la connaissez sûrement puisque c'est la sœur de Paul Claudel et une très grande collaboratrice de Auguste Rodin. Mais avant tout ça, c'est une des plus grandes sculptrices du 19e siècle. C'est vraiment moi quand j'ai découvert qui elle était, j'ai été happée, j'ai été passionnée, j'ai été touchée par son histoire, quelque peu tumultueuse, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Camille est née le 8 décembre 1864 dans l'Aisne. Louis Prosper Claudel, donc le papa de Camille Claudel, est né en 1826. Cet homme-là était conservateur des hypothèques et on pourrait le qualifier d'ailleurs d'autoritaire, mais également de généreux. Pour l'époque, en fait, pour vous expliquer mieux, c'était un homme très cultivé, puisqu'il avait le bac, et à l'époque, le bac suffisait à être très cultivé. C'était un homme qui a une grande ouverture d'esprit, mais qui malheureusement n'était pas assez là pour sa famille. Il n'était pas vraiment très présent. C'était un fonctionnaire, donc le foyer où Camille avait été élevée, c'était plutôt... En fait, il grandissait avec l'absence du père. Sa mère, Louise Athénaïs Cerveau, est née un 8 décembre, tout comme sa fille Camille Claudel. Sa mère, du coup, était totalement différente de son papa. Il n'y avait pas la même affection, c'était très différent, elle était très dure. Et elle avait beaucoup de mal avec sa fille Camille. Sa mère Louise était très... En fait, elle est issue d'une famille bourgeoise, d'une famille noble, et c'est ça qui la rendait très sèche en fait. Donc c'était très compliqué de parler avec elle. Camille avait beaucoup de mal avec sa mère. Louise pense qu'il ne faut pas se faire remarquer, qu'il faut rester dans l'ombre. Et malheureusement, quand on voit que Paul Claudel est devenu un écrivain et que Camille une célèbre sculptrice, c'est vrai qu'on se dit que ça n'a rien à voir. Eux, ils ont voulu la lumière, et elle, donc leur maman, voulait rester dans l'ombre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais du coup Camille porte un prénom mixte parce qu'à l'époque sa maman a perdu son fils et du coup elle a décidé de garder un nom mixte. Camille c'était vraiment l'enfant du deuil, l'enfant du remplacement. Il y avait aussi la petite sœur, donc la dernière, qui était Louise. Et elle était dingue de la musique. Elle rêvait de musique et elle rêvait que de ça. On entendait souvent parler de la famille Claudel comme le clan Claudel parce qu'ils restaient entre eux, ils ne sortaient pas avec d'autres personnes, ils se mélangeaient pas à la populace, ils restaient entre eux. Vous allez me dire dans quoi ils ont réussi. En fait, la famille Claudel, le clan Claudel avait réussi dans le commerce du bois. Et ce couple-là, malheureusement, était très connu pour avoir des relations très tumultueuses l'un avec l'autre. Ils avaient une mauvaise relation de couple et c'était un milieu familial très dur au niveau des disputes. Et c'est à cause de ce climat lourd en fait que Camille et Paul vont se réfugier dans quelque chose en particulier. Paul, lui, va se réfugier bien sûr dans la littérature, dans les livres, et Camille dans la glaise, dans l'argile, donc dans la sculpture. La maison où vivait d'ailleurs la famille Claudel était un endroit qui faisait peur par rapport au temps souvent brumeux et venteux d'ailleurs parce que il faisait très froid. Les arbres, vous voyez les arbres comme dans les films un peu, voilà, et c'était pareil. Ils étaient très noueux. Vous, ça vous fait peur, mais Camille, elle, ça l'a beaucoup aidée. Ça l'inspirait énormément pour ses sculptures. Elle voulait se créer un autre monde, et c'est à l'âge de 5 ans qu'elle a commencé à sculpter. Et ce qui est encore plus fou, c'est que tout le monde devait participer. C'était vraiment magnifique ce qu'elle faisait pour son âge, et elle a notamment fait le buste de son frère Paul Claudel. Et d'ailleurs, très rapidement, elle a son propre atelier, et elle revenait toujours avec les mains pleines de glaise, ce qui avait le don d'énerver sa mère. Et son père, Louis Prosper, lui adorait ça. Il trouvait ça génial que sa fille ait une passion, que son fils d'ailleurs ait une passion. En ce qui concerne Camille et Paul, c'était vraiment une relation très fusionnelle entre eux. Ils étaient tout le temps fourrés ensemble, ils adoraient être ensemble. Paul était fasciné par le travail de Camille, et inversement, puisque les deux en fait ont une fibre artistique un petit peu différente, et les deux adoraient passer du temps ensemble et apprendre de l'autre. Et cette fascination qu'ils avaient l'un pour l'autre va durer jusqu'à l'âge de 25 ans. Ensuite, ensemble, du coup, ils vont bien sûr participer à des événements mondains, puisqu'ils sont de la haute société. Et à chaque fois qu'ils arrivaient ensemble, Camille et Paul, on les surnommait les Claudel. Et eux, ça les amusait, ils passeront d'ailleurs plusieurs moments ensemble, donc les vacances aussi d'ailleurs. Et ils iront notamment en Angleterre, ils se raconteront bien sûr leurs petits secrets, et ils adoraient être ensemble et créer l'un à côté de l'autre, que ce soit en littérature ou en sculpture, ils adoraient ça. On se retrouve à 1882. Camille a 12 ans à ce moment-là. Camille étudie sous la direction de Alfred Boucher, qui est un sculpteur également. À l'époque, il n'était pas encore le sculpteur reconnu que l'on connaît aujourd'hui. Et quand il voit la fibre artistique de Camille, il décide d'en parler aux parents et de leur dire il faut qu'elle vienne dans mon atelier à côté de Paris.
on va faire du super travail ensemble. Vous l'avez compris, la mère était pas super contente, le père, lui, était hyper heureux pour sa fille, et bah, vous imaginez ce qui s'est passé, hein, ils ont déménagé. Donc du coup, ils ont déménagé pas loin de Paris, puisqu'ils étaient à Nogent-sur-Seine. Et à cet endroit-là, à l'époque, il y avait énormément d'artistes, donc elle n'était pas vraiment dépaysée. Le père de Camille, lui, continue de travailler du coup du côté de Paris, mais au niveau de Nogent-sur-Seine, il pouvait pas y aller tout le temps, c'était compliqué, hein, bien sûr. Sa femme et ses enfants, eux, restaient là-bas pour que Camille puisse apprendre le métier de sculptrice. Et pour vous expliquer un petit peu le contexte, à l'époque, les femmes, elles n'avaient pas le droit d'apprendre l'artistique. Elles n'avaient pas le droit d'aller à une école de médecine ou à une école d'art. C'était clairement réservé aux hommes. Donc, c'est pour ça qu'elle est partie avec Alfred Boucher, puisque toute seule, elle n'avait pas le droit d'apprendre. Elle devait apprendre non pas en école, mais en atelier privé, juste parce que c'était une femme. Du coup, Paul Claudel, lui, ira au lycée Legrand, et Camille intégrera par la suite, du coup, un atelier privé. Et en même temps, du coup, elle intégrera l'académie Colarossi. Et je vous mens pas, bien sûr, cette académie privée, elle a dû se battre énormément pour y arriver. C'était presque une exception qu'on laisse entrer une femme. C'était vraiment fou. Et je vais vous dire un truc qui va vous faire halluciner. Si c'était une femme qui rentrait dans une académie comme celle-là, elle devait payer le triple du prix de départ. Par exemple, les garçons payaient 3000 et elle devait payer 6000 parce que c'était une femme. Quand elle décide de quitter enfin cette académie, puisqu'elle a fini, elle part rejoindre Alfred Boucher pour qu'il lui en apprenne encore plus évidemment. Elle continuera bien évidemment de sculpter Paul Claudel, son frère. Sauf que là, ce qui était différent, c'est que c'était sous le regard d'Alfred Boucher et de quelques amis à elle qui avaient le droit aussi de sculpter avec Alfred Boucher. Il ne fallut pas énormément de temps d'ailleurs pour que Camille se fasse remarquer, parce qu'elle avait vraiment un esprit libre, et c'est ce qui a séduit du coup son maître Alfred Boucher. Mais sauf que lui, en fait, à un moment donné, il devait partir pour Rome, et il a demandé à Auguste Rodin de le remplacer pour donner des cours à Camille Claudel. Et donc, ils se rencontrent en 1882, et Camille décide d'intégrer l'atelier parisien de Rodin. Pour vous expliquer mieux, en fait, dans un atelier aussi prestigieux que celui de Rodin, et même les autres à l'époque d'ailleurs, quand on commence dans un atelier, on est assistant, donc on amène la terre, on la prépare, puis ensuite on devient élève, on apprend donc à côté de Rodin, et on finit collaborateur, et là tu commences à faire des mains, à faire des pieds, donc en gros tu participes à l'œuvre vraiment quand tu es collaborateur. Auguste Rodin en 1882 était déjà connu, il était déjà quelqu'un. Camille, elle, n'avait que 19 ans, Auguste Rodin, lui, il avait déjà 43 ans. Et tous les deux, c'était de grands perfectionnistes, ils avaient des esprits très créatifs et ils étaient sur la même longueur d'onde. Ils s'inspiraient d'ailleurs à des moments l'un de l'autre. Et au moment de leur rencontre, Rodin avait déjà une commande officielle que vous connaissez tous, la porte de l'enfer. C'est inspiré de Dante, bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est une commande quand même de l'État. Les premières œuvres de Camille seront très remarquées par le maître Rodin. Je pense notamment à Vieille Hélène et Paul à 13 ans. Et même sur ça, elle était différente des autres hommes surtout, puisque elle combinait le marbre et le bronze. Les garçons ne faisaient pas ça à l'époque, donc c'était vraiment de la nouveauté. Vers 1884, elle intègre du coup son groupe de praticiens et elle participe à plusieurs des sculptures des œuvres de Rodin. J'imagine que vous connaissez Les Bourgeois de Calais de Rodin, elle y a participé. Après, par la suite, entre Rodin et Claudel, ça devient de plus en plus sérieux et ça avance très très bien. Les œuvres de Camille étaient un petit peu... En fait, il y avait une touche d'érotisme. C'était surtout la première femme artiste, sculptrice, à faire des œuvres aussi érotiques que possible. Elle féminisait vraiment son œuvre et elle fera d'ailleurs plusieurs couples. D'ailleurs, le baiser de Rodin a été inspiré de Camille, puisqu'il trouvait son inspiration en elle. Et d'ailleurs, l'éternel idole aussi. Et ils ont loué d'ailleurs aussi une chambre dans le château de Lillette. Et d'ailleurs, dans ce château, Camille Claudel fera une de ses plus belles sculptures, la Châtelaine. Pour vous expliquer, c'était en fait la petite fille des propriétaires. Et à l'époque, du coup, Marguerite Boyer, qui était la jeune fille que vous voyez, elle avait 6 ans et elle avait accepté de poser pour Camille Claudel.
Au moment où Camille voit que elle est très intéressée par Rodin et qu'elle ressent de l'amour pour lui, elle décide de partir sur l'île de Wight avec Paul Claudel, son frère, et de tout lui raconter. Sauf que lui, il est pas très heureux de ça puisqu'il déteste Rodin. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs raisons vu que en fait, Camille commence à s'éloigner de lui. Et lui, il voulait garder cette relation fusionnelle entre eux, sauf qu'elle, elle a trouvé son côté, son amour en fait. Et elle a plus besoin d'être autant avec lui, ce qui lui le choque beaucoup et l'attriste énormément. Et puis même, il y a la rupture physique aussi, dans le sens où Paul Claudel va faire ses études de diplomate à 25 ans, donc il va partir, il travaillera comme vice-consul à New York, donc il verra plus Camille. Et il y a également une rupture morale, puisque Paul Claudel, à 18 ans, s'était converti au catholicisme, et suivait des retraites, et voulait devenir moine. Alors, c'était très contradictoire, puisqu'il sortait avec une femme mariée. Et Camille, du coup, sortait avec Rodin, sauf que lui, Rodin, il avait une copine, enfin une compagne aussi, donc d'un côté, il y avait des points communs, mais c'était pas les bons. Avec le talent qu'avaient Camille Claudel et Rodin, plusieurs fois il y a eu des ressemblances dans leur sculpture, au point qu'on pense que Camille Claudel plagiait les œuvres de Rodin, alors qu'en fait c'était des influences croisées. Je vais prendre l'exemple de deux œuvres, La jeune fille à la gerbe de Camille Claudel qu'elle a fait en 1886 et Galatée d'Auguste Rodin qui a été fait en 1887. Quand on regarde les deux œuvres, c'est vrai que bien sûr il y a des similitudes, mais on appelle ça, comme je vous ai dit, des influences croisées. Donc en fait, c'était pas du tout du plagiat. Mais à l'époque, 88, comme je vous l'ai dit, les femmes n'avaient pas le droit de réponse réellement. On pensait juste qu'elle faisait comme l'homme, mais que du coup elle prenait tout à Rodin, sauf que c'était faux. Elle avait juste un talent de fou. Après, heureusement, en 1888, elle a fait Sakuntala. Et elle a reçu une mention honorable au Salon des artistes français, puis une médaille de bronze à l'exposition universelle de 1900. Donc elle avait quand même du talent et ça a été reconnu. Elle a toujours dû se battre du coup par rapport à ce qu'elle faisait, par rapport à ce qu'elle donnait comme talent, juste parce que c'était une femme et c'était vraiment dommage. Et je veux dire, même plus, son style, il a toujours fasciné les autres et ça a créé même parfois la polémique. En fait, elle sculptait des nus, des personnes nues, avec la même liberté que les hommes et ça a choqué beaucoup de gens. Parce que vous le voyez bien, ces sculptures, ça représente parfois le sexe, la luxure, la rupture. Et d'ailleurs, à cause de tout ça, elle n'a pas pu obtenir le financement qu'elle voulait de la fonte de ses bronzes, et notamment à cause de la sculpture La Valse, et qui elle a très clairement été écartée pour obscénité. Alors que vous voyez, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas d'obscénité. C'est très... L'époque était très compliquée. Malheureusement, entre Camille et Rodin, donc Auguste Rodin, il y aura des crises, il y aura de la violence, il y aura également beaucoup d'avortements, puisque Camille, lui, voulait pas d'enfants, parce qu'elle voulait sa carrière, et lui, il voulait pas d'enfants parce que du coup, il était toujours avec Rose Beuret. D'ailleurs, lui, il a eu un fils avec elle, sauf qu'il l'a jamais reconnu. On a souvent dit d'ailleurs que c'était sous la contrainte de Rodin, mais c'était totalement faux puisque c'était un obstacle à ses œuvres. En 1882, elle décide du coup de quitter l'atelier de Rodin puisqu'elle ne veut plus être son élève, et elle veut être autonome et reconnue. Quand elle s'en va, malheureusement, Rodin est très mal, on pense énormément qu'il va se suicider. Mais lui continue de l'aider en secret, il envoie même des dons d'argent anonymes, il lui essaye même de lui envoyer des élèves, mais elle les refuse pensant que c'est des espions de Rodin. Et cet amour-là, malheureusement, ça devient de la haine. Rodin, lui, intervient même auprès de Raymond Poincaré pour obtenir une commande d'État pour elle, mais malheureusement, elle est devenue tellement très froide, très compliquée.
Donc ils ne veulent pas. On l'a beaucoup accusé à Rodin aussi de voler, de plagier du coup les œuvres de Camille, ce qui était faux. Après pour une fois ça s'est retourné, d'habitude c'était Camille qui... Voilà, sauf que là cette fois-ci on parlait de Rodin. Mais lui il avait ses propres œuvres, il n'avait pas besoin de piquer ce qu'elle faisait. Après les influences croisées, je vous ai déjà expliqué, voilà, c'était compliqué à l'époque. Camille d'ailleurs est devenue de plus en plus jalouse de Rosebery et je pense que c'est pour ça qu'à une époque ils ont décidé de se séparer puisque lui il avait promis à Camille de l'épouser mais il ne l'épousera jamais malheureusement. Camille, comme vous voyez d'ailleurs avec cette œuvre là qui s'appelle L'âge mûr, elle décide de se venger, bien sûr la méchante c'est Rosebery, le garçon que vous voyez c'est Rodin et la jeune fille derrière c'est Camille Claudel. Et si on connaît pas l'histoire on trouve que c'est très beau justement, mais si on connaît l'histoire c'est encore plus fou. En 1895, il décide de plus se voir avec Rodin, mais il continue de s'écrire. Sauf qu'en 1898, il décide de se séparer. C'est terminé, c'est la rupture définitive. Ils sont restés quand même 15 ans ensemble. Rodin lui fera une dépression malheureusement qui durera 3 ans. Mais il sera toujours aussi fou d'elle, puisqu'à chaque fois qu'on parlera d'elle, il dira « Je lui ai montré le chemin de l'or, mais l'or qu'elle trouve est à elle ». Et peu de temps avant sa mort d'ailleurs, Rodin épousera Rosebery. À ce moment-là, malheureusement, Camille Claudel rentre dans une paranoïa excessive et pour calmer cette paranoïa et ces voix qu'elle a dans la tête, elle boit. Mais pas qu'un peu. Elle boit énormément et elle invite d'ailleurs des hommes chez elle. Malheureusement, on va parler d'un sujet qui me chagrine. Depuis sa rupture avec Rodin, elle commence à avoir un comportement un peu bizarre. À ses 30 ans, elle vit une profonde dépression qui lui fait prendre 10 ans de plus. Elle n'a même plus la force de sortir de chez elle, de prendre soin d'elle, de manger. Elle se barricade chez elle. Du coup, elle s'effondre encore plus dans son alcoolisme et dans sa dépression et elle en souffre énormément. En 1912, elle est persuadée que Rodin veut la copier, donc elle décide de tout fracasser en termes d'œuvres pour pas qu'on vienne lui voler. Et tout ça va pas s'arranger en 1913 puisque malheureusement sa mère décide de la faire interner à vie. Le père de Camille, lui, il était toujours là d'ailleurs pour la protéger, sauf que malheureusement il décédera la même année de son internement. Elle apprendra d'ailleurs le décès de son père en hôpital psychiatrique parce qu'elle n'était pas au courant et sa mère ne lui avait pas dit. Au moment de son internement, elle a 40 ans, elle est placée volontairement, parce qu'en vérité, du coup, elle n'est pas du tout volontaire, mais c'était marqué placement volontaire. Elle a interdiction d'écrire des lettres. Sa mère ordonne même au médecin de l'asile de lui enlever toute feuille et stylo, ce qui n'était pas normal à l'époque, on n'avait pas le droit de faire ça. Et ça l'enferme encore plus dans ses pensées, sachant qu'en 1820, il y a des amis qui viennent la voir, et dites-vous quand même que ça l'enferme tellement qu'il y a des gens qui pensaient qu'en 1820, elle était décédée, alors qu'en fait, elle ne donnait pas de nouvelles parce qu'elle ne pouvait pas. Au niveau des soins, malheureusement, depuis le XVIIe siècle, ça n'a pas évolué. Parce que ceux qui étaient agités, on leur donnait des bains et du vin. Et à l'époque de Camille, c'était ça, au XIXe siècle. D'ailleurs, une fois, les psychiatres lui ont préconisé une sortie, mais sa mère a de suite refusé. Elle lui a dit, et elle a dit au psychologue qu'il ne fallait surtout pas qu'elle sorte. Et elle n'avait pas le droit d'aller non plus chez ses amis, ce qui était compliqué. Et donc, elle parlera avec son frère, Paul Claudel, quelques fois, parce qu'il y a quelques fois où elle a eu le droit, pendant son internement. Mais par contre, en 30 ans, il est allé la voir que 13 fois. Paul Claudel témoignera d'ailleurs en 1920 et précisera qu'elle n'a même plus de dents, que vraiment la vie de sa sœur c'était un échec complet et qu'elle n'a abouti à rien. Malheureusement, on a très peu de témoignages de ses amis ou quoi, puisque personne ne venait la voir. On a juste une photo en 1929
Regardez bien. On dirait une femme qui a 80 ans, mais elle a 60 ans. Elle avait perdu beaucoup de poids déjà et elle s'alimentait plus, donc ça aidait pas. Elle est décédée à 78 ans, un 19 octobre, d'un ictus apoplectique. En gros, elle a fait un accident vasculaire du cerveau. Soit par embolie, soit par hémorragie. Elle était victime de malnutrition là-bas aussi, donc ça n'aidait pas du tout. À sa mort, Paul Claudel lui paiera bien sûr des obsèques, mais malheureusement n'ira pas à ses funérailles. Et je vais vous dire pire, elle sera enterrée dans le carré prévu pour les fous de l'asile, malheureusement aussi. Après sa mort en 1958, Reine Marie Paris, sa petite nièce, découvre son travail et découvre son histoire et essaye de la défendre et répertorie toutes ses œuvres, rédige un mémoire et une biographie chère Camille Claudel. Par la suite d'ailleurs, elle rencontrera Isabelle Adjani. Et grâce à leur rencontre, Isabelle Adjani jouera dans un film Camille Claudel. Son art, malheureusement, sera reconnu que là, à ce moment-là, enfin, dans le monde entier, grâce notamment aux expositions au Japon ou encore au musée d'Orsay à Paris. En 1962, le fils de Paul Claudel, donc Pierre, essaiera de rattraper les erreurs de son père et voudra la mettre dans le caveau familial. Sauf que malheureusement, 10 ans après sa mort, elle a été mise dans une fosse commune et à l'heure actuelle où nous parlons, on ne l'a toujours pas retrouvée. On ne sait toujours pas où est le corps de Camille Claudel. En novembre 2003, la jeune fille à la gerbe sera reconnue et déclarée comme trésor national. En 2007, le musée Camille Claudel a été inauguré à Nogent-sur-Seine, là où Camille a passé son enfance. En 2022, on ne soigne toujours pas et on ne guérit toujours pas de la psychose paranoïaque, ce qu'avait du coup Camille Claudel au moment de son internement et un petit peu avant aussi.
Pour finir, j'ai eu la chance d'interviewer le président de l'association des amis du musée de Camille Claudel. Le musée qui est à Nogent-sur-Seine dont je vous ai parlé juste avant. Je vous mets cette interview juste ici et j'espère qu'elle vous plaira. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et s'il vous plaît, pensez à elle et regardez ce qu'elle fait. Regardez les reportages, allez voir même à Nogent-sur-Seine le musée Camille Claudel parce que c'est une beauté. Bonne journée à tous. Jean-Marc Oranger, bienvenue. Comment avez-vous décidé de remettre en lumière les œuvres de Camille Claudel? En fait, c'est parce que historiquement, le père de Camille Claudel, comment dirais-je, a été directeur des hypothèques à Nogent-sur-Seine pendant 2 ans. Oui. Et ça a été une période très très importante dans la vie de Camille Claudel, puisqu'elle a rencontré un artiste local qui s'appelait Boucher, et c'est Boucher qui l'a conduit en fait vers Rodin. Donc, fort de ce passé qui concernait Camille Claudel, la ville, à un moment, a décidé de prendre l'initiative de créer un musée Camille Claudel. Et du coup, vous êtes président de l'association. Quel est votre rôle justement? Alors, écoutez, vous savez, le président d'une association, c'est une sorte de couteau suisse, mais c'est en fait il est là pour créer du lien en fait entre toutes les énergies et entre tous les partenaires locaux qui s'intéressent en fait à l'objet de l'association, c'est-à-dire promouvoir l'œuvre de Camille Claudel et promouvoir le musée de Nogent-sur-Seine. Justement, j'imagine que dans cette association, il y a énormément de missions. Quelles sont les principales missions justement de votre association, les Amis du musée Camille Claudel? Alors écoutez, il y a 2 choses. C'est qu'en fait, l'association Camille Claudel avait été créée en 2004, avant la naissance du nouveau musée Camille Claudel. Oui, et à cette époque, en fait, pour accompagner cette idée de création de musée, il y a des ateliers de cours de modelage et d'art plastique qui ont été créés. Donc à destination de tout public, jeunes, adultes, et qui continuent aujourd'hui à exister. Et la deuxième activité de l'association, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, classique. En fait, c'est ça a accompagné la création du musée et ensuite accompagner le rayonnement du musée et ensuite accompagner le musée aussi dans tout ce qui est œuvre de recherche de fonds, de mécénat destiné à l'achat de nouvelles œuvres pour le musée. Votre association joue un rôle important et crée un lien, on va dire, du coup, avec le musée Camille Claudel en lui-même. Écoutez, on est c'est très bien d'être un peu une sorte d'agitateur d'idées et c'est très bien aussi d'être l'association, d'être le relais auprès des Nogentais pour leur rappeler qu'ils ont un magnifique musée à disposition et les amener à venir visiter et revisiter le plus souvent possible le musée. Après, techniquement parlant, quand je parlais de rayonnement, rayonnement, c'est aussi chercher de nouveaux mécènes, chercher de nouveaux donateurs, et voilà, on s'y emploie toujours de façon très active. D'accord. Et justement, Camille Claudel, qui a vécu pendant quelques années à Nogent-sur-Seine, se classe parmi les plus importantes artistes femmes du 19e siècle. Et c'était une époque quand même où l'art était beaucoup plus réservé aux hommes. Les femmes n'avaient pas le droit d'exercer ce métier. Êtes-vous engagé justement dans la lutte pour le droit des femmes avec votre association? Alors, je dirais que l'on est de façon évidente engagé, parce qu'en fait, Camille Claudel est une artiste atypique qui, à son époque, était engagée, mais je pense sans le savoir elle-même. Exactement. Hein. Mais aujourd'hui, en fait, le symbole et la symbolique d'artistes comme Camille Claudel, évidemment, ça fait partie du choix de créer un musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine. Et justement, pour ceux qui veulent adhérer à votre association, quelles sont les démarches à faire? Alors, écoutez, c'est très très simple. Il suffit de nous envoyer un mail ou il suffit de nous envoyer un petit mot et on revient vers vous. D'accord, super. Je suis sûre que toutes les oreilles ont été ouvertes pour cette information.
Merci beaucoup en tout cas Jean-Marc Oranger pour cette interview et on ne manquera pas justement de venir au musée et à votre association à Nogent-sur-Seine.